Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Une magie teintée de poison de Judy Aylen, lu par Sandra Poirier. Pour Lyra, tu es le commencement de tout. On dit qu'on peut reconnaître un vrai Shennong-shi à ses mains. Des paumes colorées, tachées par la terre, le bout des doigts piqué par les épines, le dessous des ongles en permanence encrouté par un croissant de terre et de sang. Avant, je regardais mes mains avec fierté. Maintenant, je me dis seulement, ce sont les mains qui ont enterré ma mère. Comme une voleuse, je traverse notre maison plongée dans la pénombre et le silence. Je fouille dans les cartons et les tiroirs, tâtonne parmi les objets que mon père garde cachés pour qu'ils ne lui rappellent pas son chagrin. À pas prudent, je me faufile entre les chaises et les paniers, les grilles de séchage et les bocaux. À travers le mur, j'entends la toux étouffée de Chou. Je l'entends s'agiter dans son lit. Son état a empiré ces derniers jours. Bientôt, le poison aura le dessus sur elle, comme il a eu raison de notre mère. C'est pourquoi je dois partir ce soir, avant que Père ne tente de m'en empêcher et que je me retrouve piégée ici par la culpabilité et la peur, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je touche le parchemin caché dans les plis de ma tunique, rassurée de le sentir toujours là. Je trouve ce que je cherche au fond du cellier. La boîte de Shennong-shi de ma mère, cachée dans un coin. Quand j'ouvre le couvercle, les souvenirs se glissent dehors avec un soupir, comme s'ils m'attendaient là, dans l'obscurité parfumée au thé. Je fais courir mes doigts sur chaque rainure du bois, chaque compartiment, en me remémorant comment nous avons répété, encore et encore, le nom des ingrédients rangés là. Cette boîte, c'est une carte de ma mère. Ses enseignements, ses histoires, sa magie. Mais sa vue fait aussi remonter d'autres souvenirs. Une tasse cassée, une tache sombre sur le sol. Je me dépêche de rabattre le couvercle. Au fond du même placard, je trouve d'autres bocaux, étiquetés de l'écriture méticuleuse de maman. Mes mains tremblent légèrement lorsque j'ouvre le bocal contenant les feuilles de thé de l'été dernier. La dernière récolte pour laquelle je l'ai aidée, le long des allées du jardin où je cueillais les feuilles sur les branches consentantes. Quand j'inhale l'odeur des feuilles grillées, le parfum se transforme en amertume sur le fond de ma langue. La sensation me rappelle mes dernières tentatives pour manier la magie, leur conclusion dans les larmes et l'échec. J'ai juré de ne plus toucher à ces outils. Mais c'était avant que le parchemin n'apparaisse sur le pas de notre porte. L'échec n'est plus une option. Les gens qui n'y connaissent rien réduisent souvent le Shennong-shi à un rôle d'amuseur habile, capable de verser et de présenter avec art une boisson par ailleurs banale. Les Shennong-shi expérimentés maîtrisent les bases, bien sûr. Quelle saveur pour quelle occasion, quelle forme et quel matériau pour la tasse en fonction du thé servi. Mais les vrais détenteurs de la magie de Shennong ont chacun leur spécialité unique. Certains infusent le thé pour les émotions, compassion, espoir, amour. D'autres sont capables d'insuffler de l'énergie au corps ou d'encourager le buveur à se rappeler un souvenir qu'il croyait perdu depuis longtemps. Ils franchissent les murs du corps pour atteindre l'âme elle-même. Avec la lumière vacillante du brasero pour me guider, je sors le plateau et les bols qui l'accompagnent, un pour la macération et un pour le repos. Par-dessus le bruit de l'eau qui bout, j'entends un craquement dans la pièce voisine. Je me fige, apeurée par une ombre longue et noire contre le mur, et la colère de mon père qui l'accompagne. Mais ce n'est que le ronflement sonore de mon père. Je relâche doucement mon souffle et retourne à mes instruments. À l'aide des pinces en bois, je saisis les boules de feuilles de thé et les place dans le récipient. D'un tour de poignet délicat, je fais couler l'eau chaude sur les feuilles. Elles se déploient lentement, libérant leur secret. Le plus grand Shennong-shi peut voir l'avenir se dérouler, ondulé dans la vapeur d'une tasse bien infusée. Un jour, mère a fait infuser du fupenzi pour une femme enceinte du village, à partir des feuilles séchées du framboisier. La vapeur brûlante et bleue est montée dans l'air du matin,
prenant la forme de 4 aiguilles brillantes. Elle a conclu, sans se tromper, que l'enfant serait mort-né. J'entends sa voix quand les feuilles se dilatent dans l'eau. Elle nous racontait que le brouillard du soir suit le bout des ailes blanches de la gardienne montagne, la déesse qui se transforme en oiseau au crépuscule. C'est la Dame du Sud qui a laissé tomber une feuille de son bec dans la tasse du premier empereur et fait don aux humains du plaisir du thé. Quand j'étais petite, Chou et moi suivions nos parents dans les jardins et les vergers, paniers à la hanche. Et j'ai souvent cru sentir le frôlement de ses pointes d'ailes contre ma peau. Parfois, nous nous arrêtions pour écouter la déesse nous guider vers l'emplacement d'un nid où gazouillaient des oisillons, ou nous avertir des pluies abondantes qui risquaient de faire pourrir les racines si nous ne retournions pas consciencieusement la terre. Je verse le liquide doré du bol de trempage dans celui du repos. Mère ne nous a jamais permis d'oublier les vieilles, très vieilles méthodes, celles d'avant les clans conquis, d'avant la montée et la chute des empires. Elle les répétait dans la préparation de chaque tasse de thé, rituel exécuté avec révérence. Elle répétait la litanie des composants de son thé connus par cœur, l'origine de l'eau, l'arôme du bois qui alimentait le feu, le récipient dans lequel l'eau était chauffée, jusqu'aux feuilles cueillies par ses doigts infusées dans une tasse façonnée par ses mains et qui avait cuit dans son propre four. Elle versait le liquide contenu dans ses 2 paumes réunies, offert comme une bénédiction. « Me voici, buvez et portez-vous bien. » Je me penche en avant et respire le doux arôme des pommes. J'entends le bourdonnement somnolent des abeilles dans les fleurs sauvages. Un sentiment de confort m'enveloppe et me réchauffe. Mes paupières commencent à s'affaisser, mais l'instant se dissipe lorsque quelque chose traverse brièvement mon champ de vision. Mon corps entier se hérisse, aux aguets. Un battement d'ailes noires à ma droite. Un corbeau, glissant dans l'obscurité enfumée avant de disparaître. Il faut toute une vie d'entraînement pour apprendre à lire le thé comme un maître, et je m'étais déjà résignée à devenir apprenti médecin, il y a 1 an. Car ma sœur ne supportait pas la vue du sang et mon père avait besoin d'une autre paire de mains assurée. Le doute s'insinue en moi, tandis que mes doigts retournent au parchemin. Une invitation destinée à quelqu'un d'autre, la véritable apprentie de ma mère. Mais mère est morte. Et il n'y a plus qu'un membre de notre famille à être assez fort pour voyager maintenant. Je me force à me concentrer. Profonde inspiration, expiration. La vapeur vacille sur le chemin du souffle que j'expire. Fini les visions. Un filet de thé est transféré dans la petite tasse pour que j'en boive juste une gorgée. La boisson descend dans ma gorge avec le goût de miel de l'optimisme, la promesse que l'été durera toujours. Le courage brûle, vif et fort dans ma poitrine, chaud comme un rocher de rivière cuit par le soleil. La confiance déferle le long de mes membres comme une vague. Mes épaules se redressent et je me sens équilibrée, tel un chat prêt à bondir. La tension au creux de mon ventre se dénoue légèrement. La magie est toujours là. Les dieux ne me l'ont pas enlevée pour me punir de ma négligence. Une violente quinte de toux perturbe ma concentration. Je renverse l'un des bols. Le thé se répand sur le plateau et je cours vers la pièce voisine. Ma sœur peine à se hisser sur ses bras tremblants, tant la toux secoue son corps mince. Elle cherche à tâtons la bassine que nous gardons à côté de son lit, et je la lui tends. Le sang éclabousse le bois, en trop grande quantité, encore et encore. Au bout d'une éternité, la quinte se calme enfin, et elle frissonne contre moi. « Froid », murmure-t-elle. Je grimpe dans le lit à côté d'elle et remonte les couvertures autour de nous. Elle s'agrippe à ma tunique et inspire bruyamment. Je la tiens dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration s'apaise, que les lignes tendues autour de sa bouche s'estompent. Nous avons fait de notre mieux, père et moi, pour soigner Chou, mais nous n'avons pas les connaissances de mère. Moi, je me suis efforcée de me souvenir de ses leçons de mon enfance, et père est lui-même médecin de formation, diplômé de l'université impériale. Il sait comment remettre les os en place et réparer les coupures, comment traiter les affections externes. Bien que familier avec certains médicaments internes, il s'en est toujours remis à l'art de mère pour les problèmes plus complexes. C'est ce qui assurait le succès de leur partenariat. Mon père a utilisé chaque once de connaissances qu'il possède. Il a même ravalé sa fierté et envoyé une lettre à l'université pour obtenir de l'aide. Tous les antidotes possibles et imaginables à sa portée,
Il les a essayés. Mais je connais la sombre vérité autour de laquelle nous tournons. Ma sœur est en train de mourir. Les toniques et les teintures agissent comme un barrage pour maintenir le poison à distance, mais un jour, il débordera. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher. Et je suis celle qui a causé cet empoisonnement. Dans l'obscurité, je me débat avec mes pensées et mon inquiétude. Je ne veux pas l'abandonner, mais il n'y a pas d'autre moyen d'avancer. Le parchemin est la seule réponse. Livré par procession royale dans la maison de chaque Shennongshi de Dashi. Shu était seule à la maison quand nous l'avons reçu. J'étais au village avec Père pour soigner l'un de ses patients. Elle l'a déroulé pour que je le lise dans l'intimité de notre chambre, plus tard, au cours de la soirée. Le tissu scintillait tissé d'or. Le dragon courait sur son dos, si finement brodé qu'il semblait pouvoir s'animer et danser autour de nous, laisser des flammes dans son sillage. « C'est arrivé pour nous aujourd'hui », m'a-t-elle annoncé avec une intensité que j'ai rarement vue chez ma sœur, aux manières si douces. Un convoi impérial apportant un décret de la princesse. Les mots, je les ai presque appris par cœur. Par décret impérial, la princesse Li Yingzhen vous accueille à une célébration en souvenir de l'impératrice douairière qui sera honorée lors d'un festival dont le but est de trouver une étoile montante. Tous les Shennong-tu sont invités à relever le défi et le prochain Shennong-shi à servir à la cour sera ainsi désigné. Le vainqueur de la compétition se verra accorder une faveur de la part de la princesse en personne. Les mots chantent pour moi. Ils m'appellent. Aucun Shennong-shi n'a été admis à la cour parmi les gens de ma génération, et être sélectionné serait l'honneur ultime. Cela permettrait à un Shennong-tu de contourner les épreuves et de devenir un maître, à sa famille de se voir octroyer des richesses, à son village d'être célébré. Mais c'est l'espoir de la faveur princière qui m'interpelle le plus. Je pourrais exiger que ma sœur soit suivie par les meilleurs médecins du royaume, ceux qui ont lu le pouls de l'empereur lui-même. En regardant ma sœur qui dort profondément à mes côtés, je sens ma gorge se contracter. Si je pouvais prendre le poison qui est en elle et l'intégrer moi-même, je le ferais volontiers. Je ferais n'importe quoi pour soulager sa souffrance. C'est moi qui ai préparé la tasse de thé fatale à Mère et à Shu, à partir de la brique de thé habituellement distribuée à tous les sujets de l'empereur pour le festival de la mi-automne. L'espace d'un instant, alors que l'eau bouillante s'infiltrait dans le bloc de feuilles, j'ai cru voir un serpent, blanc et chatoyant, se tordre dans l'air. Quand j'ai agité la main pour dissiper la vapeur, il a disparu. J'aurais dû comprendre qu'il ne fallait pas ignorer ces signes. Peu de temps après, les lèvres de ma mère sont devenues noires. Le serpent était un présage, un avertissement de la déesse. Je ne l'ai pas écouté. Et malgré l'atroce souffrance, malgré le poison qui lui déchirait le corps, ma mère a préparé un tonique qui a permis à ma sœur de vider son estomac et lui a sauvé la vie. Du moins jusqu'à présent. Je sors du lit en prenant soin de ne pas déranger le repos de ma sœur. Il ne me faut pas longtemps pour emballer le reste de mes affaires. Je fourre mes vêtements dans un sac, ainsi que le seul objet de valeur que je possède. Un collier qu'on m'a offert le jour de mon 10e anniversaire. Je le vendrai pour me payer le voyage jusqu'à la capitale. Ning! Le murmure de Shu déchire la nuit. Apparemment, elle ne dormait pas, tout compte fait. Mon cœur se serre à la vue de son visage d'une blancheur de lait. Elle ressemble à une créature sauvage sortie d'un des contes de mer, yeux brillants, cheveux emmêlés, une biche portant une peau humaine. Je m'agenouille à ses côtés tandis que ses mains trouvent les miennes et me tendent un petit objet enveloppé dans un tissu. Le bout pointu d'une épingle me pique la paume. Je déplie le mouchoir, lève l'objet à la lumière de la lune et je découvre une épingle à cheveux ornée de bijoux, cadeau de l'un des clients reconnaissant de Mère, souvenir précieux de la capitale. Ce trésor, elle l'avait destiné à Shu, comme elle m'a offert le collier à moi. « Prends ça avec toi, » dit ma sœur, « pour te sentir belle dans le palais, aussi belle qu'elle l'était. » J'ouvre la bouche, mais elle fait taire mes protestations en secouant la tête. Et sa voix prend un ton sévère, comme si elle était la grande sœur et moi la petite. « Tu dois partir ce soir. Ne te goinfre pas trop de tarte aux châtaignes. » Je lâche un rire trop fort que je réprime aussitôt, en ravalant mes larmes dans le même souffle. « Et si je reviens et qu'elle est partie ? » « Je crois en toi, » dit-elle,
faisant écho à la férocité de la nuit passée, quand elle m'a dit que je devais aller à la capitale et la laisser derrière moi. Demain matin, je dirai à père que tu es parti voir notre tante. Cela te laissera un peu de temps avant qu'il ne remarque véritablement ton absence. Je serre sa main très fort, faute d'être sûre de pouvoir parler, sûre de ce que je pourrais dire. Ne laisse pas le prince banni te surprendre dans le noir, chuchote-t-elle encore. Un conte d'enfance, une histoire pour s'endormir avec laquelle nous avons tous grandi. Le prince banni et son île de criminels et de brigands. Ce qu'elle entend par là, c'est « sois prudente ». Je presse mes lèvres sur le front de ma sœur et je me faufile par la porte. Grâce au thé du courage encore actif dans mon organisme, je me déplace plus rapidement que d'habitude dans la nuit brumeuse. La lune est un disque pâle qui éclaire mon chemin vers la route principale. Mère racontait qu'une belle femme vivait sur la lune, enlevée par son mari céleste qui convoitait sa beauté sur terre. Il lui avait construit un palais de cristal et donné un lapin pour tout compagnon, dans l'espoir qu'à force de solitude, elle en vienne à désirer sa présence. Mais, dotée d'une vive intelligence, elle vola l'élixir d'immortalité qu'il avait préparé pour lui-même. Les dieux lui offrirent une place parmi eux. Pourtant, elle préféra rester dans son palais, au calme duquel elle s'était habituée. Ils lui accordèrent le titre de déesse de la lune et la nommèrent Ning, ce qui signifie tranquillité. Je me rappelle encore la voix douce de ma mère, qui me racontait ses histoires en me caressant les cheveux. Le sentiment d'amour qui m'avait enveloppée quand elle m'avait expliqué l'origine de mon prénom. Avec sa voix qui me guide, mes pieds me mènent à un petit bosquet d'arbres à pomelos, à la limite extérieure de nos vergers. Je touche les feuilles cireuses. Ma mère a pris un grand soin pour parvenir à les faire pousser à partir de graines. Elle nous a soulevés, Chou et moi, et nous a fait tournoyer lorsqu'ils ont finalement fleuri et donné des fruits. Sa joie nous a enveloppés et fait rire. Elle est enterrée ici, parmi les arbres. Je retiens ma respiration en remarquant un éclat blanc parmi les bourgeons verts. La première fleur de la saison, tout juste éclose. Sa fleur préférée. Un signe que son âme est toujours là, à veiller sur nous. Un vent soudain se lève et fait bruisser les arbres. Les feuilles effleurent mes cheveux, comme si elles sentaient ma tristesse et m'offraient leur réconfort. Je passe mon pouce à la base de ma gorge, sur le collier que je porte. Les bosses et les crevasses du symbole signifient l'éternité, l'équilibre cosmique. 3 âmes contenues à l'intérieur de chacun de nous qui se séparent de notre corps à notre mort. L'une retourne à la terre, l'autre à l'air, et la dernière âme descend dans la roue de la vie. Je presse mes lèvres contre la perle dure et lisse au centre du nœud. Le chagrin a un goût, amer et persistant, mais tellement doux qu'il prend parfois le déguisement du sucré. Mère, c'est ici que tu me manques le plus. Je lui chuchote une promesse, celle de revenir avec un remède pour soigner Chou. Les mains jointes sur le cœur, je m'incline. Promesse aux morts et aux vivants, et laisse derrière moi la maison de mon enfance. J'atteins la route principale qui me conduit près du village endormi. Je ne me retourne qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil à la nuit qui tombe sur nos jardins. Même dans l'obscurité, le brouillard s'enroule autour de la cime des théiers, atténuant leurs couleurs. Une mer ondulante de vert et de blanc. J'entends alors quelque chose, un curieux bruissement qui évoque celui d'un oiseau. Je m'immobilise. Il y a du mouvement sur le toit en tuiles d'un bâtiment voisin, le long de ses crêtes pentues. Je reconnais la forme des chevrons. C'est l'entrepôt de thé à la limite de la ville. Retenant mon souffle, j'écoute. Ce n'est pas un oiseau, c'est le murmure de chaussures glissant sur le toit. Une ombre apparaît dans la poussière devant moi, qui s'est élancée d'en haut, accroupie et furtive. Un intrus. Il n'y a aucune raison de se cacher dans l'entrepôt du gouverneur.
à moins de vouloir être écartelé par 4 chevaux éperonnés dans des directions opposées. Ou d'avoir le pouvoir de le défier avec la force de 3 hommes, la capacité de sauter sur le toit d'un seul bond et de savoir se frayer un chemin parmi une foule de soldats avec le tranchant de son épée. L'ombre. Les gens parlent de l'ombre. Ils mettent en garde sur cette mystérieuse silhouette qui serait à l'origine de la vague d'empoisonnement au thé à travers tout le pays. On sait que des bandits rôdent près des frontières de Dachi, dévalisant les caravanes et blessant quiconque se met sur leur chemin. Mais il y a un certain hors-la-loi qui ne s'associe pas à la liste des gangs connus du ministère de la Justice. Un hors-la-loi capable de trouver des trésors cachés et de révéler des secrets, qui laisse derrière lui une traînée de cadavres. L'éclat de l'aile de corbeau que j'ai vu dans la vapeur au-dessus de la tasse, c'était bien un présage tout compte fait. Quelque chose voltige devant ma tête pour atterrir à mes pieds dans un bruit mat. Un juron retentit au-dessus de moi et les bruits de pas s'accélèrent, ça détale. C'est le juron qui pique mon intérêt. Il s'agit bien de la fameuse ombre. Alors elle s'exprime de façon terriblement humaine. Je ramasse l'objet tombé devant moi et mon ongle perce la fine couche de papier. En dessous, je sens quelque chose de familier. Des brins compactés en un bloc solide et dégageant une odeur terreuse. Une brique de thé. Je retourne l'emballage. Et le seau rouge me saute aux yeux, telle une mise en garde. Le gouverneur a certifié que toutes les briques empoisonnées avaient été saisies et marquées pour être détruites. Je suis le bruit sur le toit. La terreur me serre le ventre un peu plus à chaque pas. Puis je passe de la peur à une colère née de la mort de ma mère et de la douleur constante de Chou. Carrant les épaules, je laisse monter un grognement dans ma gorge alors que la puissance du thé, du courage active mon corps, booste mon audace. Je me débarrasse de mes affaires et les pose contre le mur de côté de l'entrepôt. La brique de thé, je l'écrase dans mes mains. Les morceaux se réduisent en poudre et s'éparpillent en une traînée derrière moi, tandis que je me mets à courir. La colère me fait du bien. Elle est réelle, un répit bienvenu à mon habituelle impuissance. Mon esprit se concentre sur une seule idée. Je ne peux pas laisser cette personne s'échapper avec le poison, pas quand cela signifie qu'une autre fille risque d'avoir à enterrer sa mère. Je franchis l'angle du bâtiment à toute allure. Je vole, abandonnant tout semblant de discrétion. Seule la vitesse compte maintenant. Mes yeux captent le flou sombre qui se déplace dans l'air, avant d'atterrir devant moi, à moins de 20 pas. Il me tourne le dos et je ne réfléchis pas. Je réduis la distance en l'espace de 2 respirations et me jette dessus avec toute ma fureur. Nous tombons au sol. Il est déstabilisé par mon poids. Mes mains s'accrochent à tout ce que je peux trouver, se serrent autour du tissu, malgré la douleur que l'impact de l'atterrissage déclenche dans mon épaule. Déjà, mon voleur bouge, se tord sous mon emprise. Je le frappe aux côtes avec mon coude, lui tire un brusque hoquet. C'est un coup que j'ai appris en aidant mon père à immobiliser des hommes adultes pendant qu'ils remettaient leurs os en place. Hélas, le voleur n'est pas l'un des patients de père, affaibli par la maladie ou délirant de douleur. Il réagit brusquement, me saisit au poignet droit et le tire dans une direction qu'il n'est pas censé prendre. Je hurle et desserre mon étreinte. En un seul mouvement fluide, il est sur ses 2 pieds avant même que j'aie le temps de repousser les cheveux tombés sur mes yeux. Je me relève aussi, moins gracieusement, et nous nous évaluons mutuellement. La lune brille au-dessus de nos têtes, qui nous éclaire tous les deux. Son corps est maigre, d'une tête de plus que moi. L'obscurité estompe ses traits, une silhouette issue d'un cauchemar, avec un morceau de bois qui dissimule la moitié supérieure de son visage. Des cornes montent en ligne courbe de ses sourcils tailladés, furieux. Il apparaît sous la forme du dieu des démons, capable de trancher la tête des fantômes gênants d'un seul coup d'épée. Un masque pour cacher le visage de la terreur qui hante Dachi. Il ramasse un sac tombé au cours de notre bagarre et le fixe sur ses épaules avec un nœud. Son regard brûle derrière le masque. Sa bouche est figée en une ligne dure. Derrière moi, c'est la liberté. Les docks en contrebas où les ouvriers des entrepôts réceptionnent leur livraison.
Il peut voler l'un des bateaux ou disparaître dans la ruelle. L'autre chemin mène au centre du village, où il risque donc davantage de se faire prendre par les patrouilles. Il se rue sur moi et essaie, par sa force brute, de me renverser. Mais je me baisse et vise ses jambes pour le déséquilibrer. Il esquive et me pousse hors du chemin, mais je m'accroche à son sac au passage, ce qui le fait trébucher. D'une volte-face, il me frappe au genou. Ma jambe se dérobe et je tombe sur le bras. Une douleur fulgurante fuse le long de mon flanc gauche. Un autre coup de pied me projette au sol. Ce voleur sait exactement où frapper. Je ne suis pas de taille. De nouveau, il tente de fuir, mais je roule sur le ventre et je m'agrippe à ses jambes, l'obligeant à me traîner derrière lui. Je ne peux pas le laisser s'enfuir avec le poison. J'aspire une grande bouffée d'air pour crier, mais avant que le son ait le temps de sortir de ma gorge, un coup de poing brutal atterrit sur ma tempe. Je tombe à la renverse, explosion de douleur dans ma tête, aussi puissante que des pétards. En titubant, j'essaie de le contourner, mais je ne parviens pas à reprendre mon souffle. Ma vue vacille devant moi. Les bâtiments ondulent comme des arbres, en me cramponnant au mur. Je lève les yeux juste à temps pour voir une silhouette sombre sauter sur quelques barils empilés et atterrir sur le toit. Le voleur disparaît dans la nuit, sans laisser aucune preuve de sa présence. Hormis le sang qui suinte de mon cuir chevelu et le tintement qui s'éternise dans mes oreilles. Je boitille. Ma cheville et mon visage m'élancent de concert, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube apparaissent à l'horizon et qu'un fermier me dépasse dans sa charrette. Il me jette un coup d'œil et m'offre une place à l'arrière. Je m'assoupis entre des sacs de millet et de riz, avec les coins-coins d'un canard pour compagnie. L'animal reste indigné par les cahotements du trajet jusqu'à ce que nous atteignions la ville de Nanjiang, sur la rive sud de la rivière Jade, à plusieurs heures de cheval dessus. Il m'aurait fallu presque toute la journée si j'avais dû marcher. Je vends mon collier à un prêteur sur gage afin de me payer le ferry pour la capitale. Encore un souvenir de ma mère qui m'échappe. Mais ce n'est que lorsque je monte sur le bateau cet après-midi-là, bousculé par la foule, qu'un sentiment de solitude me frappe. Dans mon coin de la province dessus, je connais tous les villageois de vue et la plupart de nom, et eux aussi me connaissent. Ici, je ne suis plus la fille obstinée du docteur Zhang. C'est comme si j'avais emprunté le visage de quelqu'un d'autre. Je me retire à l'arrière du ferry et m'assieds avec des affaires serrées contre ma poitrine. Autour de moi, les gens rient et se mêlent les uns aux autres. L'air est rempli des notes des musiciens ambulants qui jouent pour quelques piécettes. Mais je reste anxieuse. J'ai peur que les mensonges de Chou n'aient pas fonctionné et que Père me rattrape avant que le ferry ne quitte le quai. Je sens sa désapprobation inévitable comme un poids autour de mon cou. Il ne m'a jamais comprise alors même que nous dormions sous le même toit. Il ne m'aurait pas permis de partir pour la compétition. Il aurait trouvé des raisons de me décourager de cette entreprise insensée. Je suis trop jeune et trop inexpérimentée pour voyager seule. Chou est trop malade pour être confié à quelqu'un d'autre. Il ne quitterait jamais le village par devoir envers ses patients. Une fille se met à danser devant moi, offrant un spectacle qui me détourne un temps de mes soucis. Les gestes élégants et fluides de ses bras sont accompagnés par le timbre délicat de sa voix. Des applaudissements enthousiastes retentissent dans la foule qui reconnaît la chanson de la petite mendiante. Une histoire de deuil. Une jeune orpheline sans nom. Une ville perdue à cause de la guerre. Elle marche dans les rues, affamée et seule. Les visages de mes compagnons de voyage s'emplissent d'émotion à mesure que la musique tisse sa toile autour d'eux. Les ondulations de la danseuse, le doux balancement du bateau, la nostalgie de ses paroles, tout se mêle en un goût amer au fond de ma gorge. Ma sœur a toujours été la plus chaleureuse, prompte à sourire dès le jour de sa naissance, alors que je suis irritable et agitée, plus à l'aise avec les plantes qu'avec les gens. Je voyais bien que les villageois toléraient ma présence alors qu'ils aimaient Chou. Elle aurait facilement pu me laisser derrière pour profiter, elle, de leur adoration, sauf qu'elle ne m'a jamais oubliée. Elle partageait tout ce qu'on lui donnait, me défendait contre leurs paroles impitoyables. C'est à mon tour de la protéger maintenant. Je baisse la tête sur mes bras. La voix de la jeune fille monte au-dessus de la foule, plus forte. « Je suis perdue, si loin de chez moi. Tiens,
On me fourre quelque chose dans la main et mes yeux s'ouvrent brusquement pour découvrir le visage inquiet d'une femme. Elle a un bébé confortablement attaché contre elle, enveloppé dans un tissu épais. Ses grands yeux sombres sont empreints de gentillesse. Si tu manges quelque chose, ton estomac ira peut-être mieux, me dit-elle. Je baisse les yeux sur ce qu'elle m'a donné. Un morceau de porc séché, huileux et rouge que je porte à mon nez. L'odeur me met immédiatement l'eau à la bouche. J'en prends une petite bouchée. La viande est à la fois sucrée et salée, sa consistance agréable. La grignoter petit à petit me distrait de la triste mélopée en me donnant quelque chose sur quoi me concentrer jusqu'à ce que mes pensées deviennent un peu plus claires. Merci, je marmonne en essuyant la graisse sur ma tunique. C'était délicieux. Première fois sur le ferry? Demande-t-elle en tapotant le bébé sur son dos avec des gestes cadencés. Sans attendre ma réponse, elle poursuit. Je me souviens de mon premier voyage à Gia. Comme c'était écrasant toutes ces personnes. Impressionnant. J'étais gênée parce que j'avais vomi par-dessus la balustrade, tellement de fois que je tenais à peine debout. Vous avez l'air d'une voyageuse aguerrie, maintenant, je constate. Quelque chose en elle me rappelle ma mère. Elle aussi aurait aidé un inconnu sans hésiter. La femme sourit. J'étais une jeune femme, tout juste mariée à l'époque. Et sans le savoir, ce que je croyais être le mal de mer était en réalité dû au fait que j'étais enceinte du frère de celle-ci, m'explique-t-elle en posant un regard affectueux sur deux passagers à quelques pas de là, un grand, l'autre petit, un homme et un garçon qui semble avoir environ 6 ans. Maintenant, vos enfants vont eux aussi devenir des voyageurs expérimentés en grandissant, je commente. Elle rit. Chaque printemps, nous nous rendons à Gia pour balayer les tombes des ancêtres de mon mari et rendre visite à ceux qui ont déménagé à la capitale. Mais je suis heureuse que mon mari ait été affecté dans une ville de province, loin de la politique de Gia. La vie y est plus simple. C'est celle dont je rêve pour mon fils et ma fille. La capitale, c'est là que mes parents se sont rencontrés il y a longtemps. Et ma mère est revenue dans notre village, visiblement enceinte, avec à ses côtés un étranger qui deviendrait son mari. Au fil des ans, elle a mentionné la capitale à quelques reprises. Un commentaire nostalgique sur le son de la cithare par-ci, une remarque sur le parfum des fleurs de glycine qui grimpaient sur le mur est du palais par-là. Chou et moi lui demandions toujours « Pourquoi ne peut-on pas y retourner, maman ?» Nous nous asseyions sur ses genoux et la supplions de nous raconter d'autres histoires sur la beauté de la capitale. Elle nous disait qu'il ne restait rien pour elle là-bas, en tout cas rien qui supporte la comparaison avec notre famille. Mais notre famille s'est effondrée quand elle n'a plus été là pour la maintenir d'aplomb, et je pars maintenant pour sauver ce qu'il en reste. La femme embrasse les cheveux duveteux du bébé avec un air de contentement. Le petit ouvre sa petite bouche pour bâiller, puis se blottit contre la poitrine de sa mère. Cette femme vit la vie que mon père veut pour moi, se satisfaire d'avoir de la nourriture sur la table, une maison confortable et un mari qui subvient à mes besoins. Sauf que mes parents ont vu les merveilles de Gia et vécu dans ces profondeurs animées, tout en rêvant de retrouver ce qui les attendait chez eux. Moi, je n'ai connu que notre village et la campagne environnante. Le trajet en ferry passe comme un rêve étrange. Ma compagne, Lifen, me traite en membre de sa famille. Je fais sauter sa petite fille sur mes genoux. J'empêche le garçon de se pencher trop en avant par-dessus la balustrade. Ils refusent que je leur paie la nourriture et les boissons qu'ils partagent avec moi, et leur gentillesse m'emplit d'humilité. Sur notre trajet, nous passons par plusieurs villes où nous embarquons et déposons des passagers. Le voyage est très bruyant. Les musiciens continuent de jouer et les vendeurs proposent leurs produits dans des paniers qu'ils portent sur le dos ou sur la tête. La nuit venue, je m'appuie à la balustrade et je regarde les étoiles tournoyer au-dessus de ma tête. « Ne t'y trompe pas », m'a dit un jour ma mère. « Les étoiles ne sont pas aussi paisibles qu'elles paraissent. Les astronomes sont chargés de déchiffrer leurs voyages célestes, les prophéties qui prédisent la grandeur et la ruine des grandes familles et de royaumes. Elles brûlent avec autant de férocité que notre soleil. Avant, je rêvais de devenir astronome. » Une voix interrompt mes pensées. Le mari de Lifen, l'administrateur Yao,
s'assied lourdement à côté de moi sur le pont et me tend une tasse en argile remplie de vin de millet. J'en bois une gorgée. Le liquide terreux me brûle, puis me réchauffe la poitrine. Je n'avais pas les aptitudes pour. Puis j'ai voulu être poète. J'ai écrit des textes pleins d'âme sur le prince banni séquestré sur son île. Je ris de l'imaginer, plus jeune et plus solennel, le pinceau à la main. Et, parfois, la vie a le don de couper le souffle de nos rêves, continue-t-il. Il me parle sans me regarder, les yeux plongés dans le reflet vacillant de la lumière sur l'eau. La chaleur du vin m'enhardit. Je ne vais pas la laisser faire. Il part d'un rire plein et détendu, comme s'il ne me croyait pas. Lorsque Liffen a mentionné que son mari travaillait pour le gouvernement, je me suis d'abord méfiée de lui. Mais notre brève conversation a suffi pour que je me rende compte de tout ce qui le distingue du gouverneur en charge de mon village. Je frissonne en pensant au gouverneur Wang, l'homme redoutable dont le manteau noir s'enroule autour de lui comme un nuage sombre. Le gouverneur ne demande jamais rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre, exiger, presser jusqu'à ce que tout ce qui leur reste soit arraché aux gens de sa juridiction. On raconte qu'il a traîné le chien de quelqu'un sur la route et l'a battu à mort, sous les yeux de tous, rien que pour l'exemple. On dit qu'il riait de voir la créature hurler, châtiment destiné à punir l'incapacité de son propriétaire à payer les impôts du mois. Le gouverneur Wang s'est intéressé de près à mon père au fil des ans, à croire qu'il le considérait comme son ennemi juré. Souvent, les villageois comptent sur mon père pour faire appel à la clémence des administrateurs quand les temps sont durs. Il a vu de ses propres yeux la souffrance des gens et, pourtant, il obéit toujours aux caprices du gouverneur. C'est peut-être pour cela que j'ai du mal à le comprendre. Cette forme de loyauté impardonnable. Surtout quand, au fond de moi, je sais que le gouverneur Wang aurait pu en faire davantage pour empêcher les empoisonnements et, tout au fond de moi, je le soupçonne parfois d'être derrière tout ça. Je reste assise dans un silence complice avec l'administrateur Yao, silence que nous entrecoupons de gorgées de vin de millet, jusqu'à ce que mes mains et mes joues soient chaudes et me picotent. Une fois la dernière goutte versée, nous entrechoquons nos tasses et les vidons. Il laisse échapper un soupir. Ce qu'il y a de bien quand on vieillit, c'est qu'on se rend compte que tout revient à son point de départ, me dit-il d'un ton rêveur. Les choses changent, mais en un cycle. Les étoiles poursuivent leur course. Le berger retrouve toujours la bergère. C'est réconfortant d'une certaine façon. On se sent moins seul. Il me tapote l'épaule et se lève, me laissant à mes propres pensées. Je contemple l'eau. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à présent. Mais il a raison. Je me sens seule. Et pas seulement parce que la maison me manque. Je me suis toujours sentie ainsi, comme si je n'étais pas chez moi au village. Parfois, tard dans la nuit, quand Chou se repose paisiblement et que le sommeil refuse de me trouver, des pensées tordues me viennent. Elles s'enracinent et refusent de me lâcher. Elles me murmurent des choses terribles, que mon père aurait aimé que ce soit moi et non Chou qui tombe malade, que ma famille serait plus heureuse si j'étais morte. Père évolue dans un cercle qu'il a lui-même imaginé. Chacun de nous jouant son rôle dans la comédie du bon docteur et ses gentilles filles. Il a toujours cru que si je disais les mots adéquats, si j'agissais comme il faut, je n'apporterais pas les ennuis que je ne cesse de causer à notre foyer. Même du vivant de mère, même quand j'étais heureuse dans les jardins avec ma famille, j'ai toujours eu l'impression d'évoluer en orbite autour d'eux, d'occuper un espace similaire, mais en traçant ma propre route invisible, sans savoir où elle me mènerait. Je suis peut-être sur le point de le découvrir. Le lendemain matin, le coffre Shenongshi de ma mère sur mon dos et des crampes dans les jambes à cause d'un sommeil agité à bord du ferry, j'arrive enfin dans le chaos de la porte ouest du palais. Je m'y suis ruée sitôt débarquée, après avoir lancé un adieu précipité à Liffen et sa famille. Je n'ai même pas pris le temps de jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil à la ville. Je dois obtenir l'admission au palais avant l'heure indiquée sur le parchemin, sinon la porte me sera close. Les gens se pressent dans la rue devant le portail, tordant le cou pour mieux voir. Je sens mon pouls battre dans ma gorge sous l'effet de l'excitation, à mesure que la foule me porte plus près de l'entrée. Les gardes sont en poste avec un fonctionnaire de rang inférieur qui,
en plus de son air harassé, semble irrité de s'être vu confier cette tâche. Il n'admet que ceux qui présentent une invitation en bonne et due forme. Il est clair que certains des Shennongshi sont bien connus dans la capitale. Ils accompagnent leurs apprentis jusqu'à la porte, et même le fonctionnaire s'incline devant eux et les laisse passer sans prendre la peine de regarder leur parchemin. Dans la foule, certains crient leurs noms et les acclament. Ma mère n'a jamais eu droit à ce genre de reconnaissance au village. Ça me fait mal de voir comme elle aurait pu être révérée, alors que les villageois considéraient ses talents comme allant de soi. Le changement arrive lentement, disait-elle toujours. L'impératrice douairière l'a reconnue. C'est elle qui a élevé le Shennongshi à la cour, qui l'a établi comme un art de guérir, en parallèle de la médecine. Elle en a encouragé l'apprentissage, depuis les apothicaires de village jusqu'au médecin impérial le plus haut placé. L'union des traditions, anciennes et nouvelles. Mais dans notre province, la magie de Shennong est toujours considérée avec suspicion, surtout si elle est pratiquée par une femme. Le fonctionnaire jette un rapide coup d'œil à mon parchemin avant de me faire signe d'entrer. Ceux d'entre nous qui sont admis sont entassés dans une petite cour. J'aperçois le palais à travers une porte légèrement entr'ouverte. Une touche de verdure à l'entrée, des arbustes et des arbres d'ornement. L'éclat poli d'une balustrade menant à une allée. Venir jusqu'ici et se voir refuser l'entrée, je ne peux même pas envisager cette possibilité. Si je puis avoir votre attention? Un autre fonctionnaire de la cour est monté sur une estrade de fortune au milieu de l'espace. Il y a 110 Shennongshi reconnus dans le livre du thé. Pour nous assurer que vous êtes bien Shennongtu sous tutelle officielle et donc autorisé à entrer dans le palais, nous vous ferons passer un simple test de compétence. Des murmures courent parmi la foule tandis que nous nous regardons les uns les autres perplexes. Si vous voulez bien former une ligne, annonce le fonctionnaire, nous allons commencer. Il paraît logique de tester ceux qui ont pu obtenir le parchemin par des moyens illicites, comme moi. Mes paumes deviennent moites. J'essaie de les essuyer discrètement sur ma tunique. Une fille, petite, avec une longue tresse enroulée sur le haut du crâne, me percute. Elle murmure une excuse, puis une question. « Que penses-tu qu'ils vont nous demander ?»« Je ne sais pas. » Sur la pointe des pieds, je m'efforce de voir quelque chose. Les participants sont alignés devant une tente près d'une deuxième porte. Ce qui se passe à l'intérieur n'est donc pas visible. Un jeune homme passe devant nous avec dédain. Il porte une tunique bleu-vert avec des broderies complexes au fil bleu sur le col et les manches. Quelqu'un a dû peiner dessus pendant des heures. « Écartez-vous !» lance-t-il. « Tiens, une paire de tuba aussi. » Je le dévisage, fulminant à cette insulte qui insinue que nous sommes si pauvres que nous devons manger de la terre pour nous nourrir. La fille à côté de moi se hérisse aussi et lui siffle. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il se contente de rire. Le chaton de Yoon pense qu'il a des griffes. Un rapide coup d'œil aux gardes qui se tiennent non loin me convainc de ne pas déclencher une bagarre, même si je brûle de le pousser dans la boue, là où est sa place. Je continue d'avancer à la vitesse de l'escargot à côté de ma voisine, la tête basse. « Tu es de la province de Yun ?» Je murmure, préférant faire la conversation pour m'éviter de mettre mon poing dans le visage arrogant de l'autre. Je ne sais pas grand-chose sur Yun, si ce n'est que les femmes qui en sont originaires portent généralement leurs cheveux en une longue tresse, sur l'épaule ou en bobine, fixée par une épingle sur le sommet du crâne. Elle secoue la tête et lève les yeux au ciel. « En fait, je suis originaire des plateaux, sales et pauvres, de Kala, » me répond-elle. Je note son teint cuivré et chaud, signe qu'elle passe plus de temps au soleil qu'à l'ombre. « Je m'appelle Ning, de la province arriérée de Su. Lian, tigresse du Nord. » Elle accompagne sa phrase d'un grognement, puis sa pseudo-férocité se dissout en gloussements. Je me joins à ses rires, heureuse de ne pas être la seule concurrente à avoir effectué un long voyage pour participer à la compétition. Bientôt, nous nous retrouvons à l'avant de la file. Je passe la première sous la porte relevée de la tente. À l'intérieur, un homme en robe officielle est assis derrière un bureau, un garde posté de chaque côté de lui. Sur le mur au-dessus de sa tête se déploie la bannière de Dashi et le dragon impérial dans toute sa longueur. « Montre-nous tes affaires !» m'ordonne le fonctionnaire.
Sur son geste, les gardes s'avancent. Attendez! J'essaie de protester, mais il m'enlève le coffret et le sac qui contient les quelques objets que je possède. La procédure est obligatoire pour assurer la sécurité de la famille royale, m'informe le fonctionnaire d'une voix indifférente. C'est exagéré, je réplique en rassemblant mon amas de vêtements dans mes bras, tandis qu'il continue à fouiller parmi mes effets personnels. Le visage brûlant, je remets tout à la hâte dans le sac. Tout le monde est aussi paranoïaque à la capitale. Le plus jeune des deux gardes me jette un regard curieux. N'avez-vous pas entendu les nouvelles? Il y a eu une augmentation des tentatives d'assassinat le mois dernier. Quelqu'un a même osé attaquer la princesse en plein jour lors du festival du printemps. Vous, tonne la voix du fonctionnaire. Nous ne parlons pas aux participants. Le garde baisse la tête et pose aussitôt un genou à terre. Mes excuses. À quoi le fonctionnaire marmonne quelque chose qui ne semble pas très aimable et fait signe à l'autre garde d'ouvrir le coffre de Shennong-chi de ma mère. Mon ventre se tord à l'idée qu'un inconnu manipule ce bien si précieux, mais je ne peux pas m'opposer à un représentant de l'empereur. Le coffret en bois rouge magnifiquement sculpté est si bien laqué qu'il brille même dans la faible lumière de la tente. Le couvercle est maintenu en place par une sangle en cuir qui s'ouvre en révélant 9 compartiments. 3 de chaque côté, un plus grand au centre, puis 2 longs compartiments au-dessus et en dessous. Les longs compartiments abritent les tasses à thé en porcelaine et les ustensiles en bambou de ma mère, tandis que les petits compartiments contiennent un assortiment d'ingrédients. Où avez-vous appris votre art? Demande le fonctionnaire en vérifiant un parchemin qui doit contenir des détails sur les noms inscrits dans le livre du thé. J'ai appris auprès de ma mère. Wu Yinting, la Shennong-chi du village de Xinyi, dans la province de Su. La seule chose qui me permettra de réussir cette épreuve, c'est la distance qui sépare mon village de Jia et le fait que ma sœur est trop jeune pour avoir été nommée Shennong-tu, officielle de ma mère. Nous allons déterminer si c'est vrai, se contente de commenter le fonctionnaire en prenant l'une de mes tasses de thé pour l'examiner d'un œil critique. Nous avons déjà envoyé quelques imposteurs dans les donjons de la ville pour avoir tenté d'usurper le titre de Shennong-tu. Un grave délit. Je me tords les mains, certaine que ma ruse va être découverte. Il ouvre l'un des pots et observe la substance qu'il contient, pince les pétales pour sentir leur odeur sur le bout de ses doigts. Dites-moi ce que c'est. Du chèvrefeuille, je réponds. Commence alors un examen minutieux de chaque élément de la boîte. Je réponds du mieux que je peux, en attribuant à chaque ingrédient le nom d'une fleur ou d'une herbe. Su est une province agricole, avec des terres fertiles propices à la culture du riz. Mais notre climat n'est pas idéal pour les types de thé les plus précieux qui poussent sur les hauts plateaux. Ce qui obligeait à ma mère de se procurer différents types de fleurs pour aromatiser son thé et lui donner de la saveur. Elle utilisait leurs propriétés médicinales pour traiter les affections saisonnières. Sourcil froncé, le fonctionnaire sort quelque chose de vert qu'il roule entre ses doigts. Une fleur fraîche. Des bourgeons blancs en grappes. J'en ai presque le souffle coupé et je me mords la langue pour ne pas m'agiter. Et ça? Il porte la fleur à son œil, analyse sa consistance. C'est une fleur de pomelo, je réponds, en espérant qu'il n'entend pas le tremblement dans ma voix. Connu pour son odeur piquante. Les quelques bourgeons qu'il tient entre les doigts suffisent à remplir le petit espace d'un parfum floral presque écrasant. Je ne sais pas comment la fleur que j'ai laissée à Su m'a suivi jusqu'à la capitale, sans doute ma mère qui veille encore sur moi. Le fonctionnaire me scrute, puis remet la fleur dans la boîte. Je crois que vous êtes celle que vous prétendez être. Je laisse échapper un soupir de soulagement, tandis qu'il appose le sceau royal sur mon invitation. Second garde-chaîne, l'interpellé, un jeune homme, se met immédiatement au garde à vous. Marquez cette valise de son nom et emmenez-la dans la pièce réservée aux compétiteurs. Oui, monsieur. Il s'incline et essaie de m'arracher le coffret des mains. Je proteste à nouveau, mes doigts refusent de lâcher prise. Je préfère encore passer le concours en guenilles plutôt que de devoir donner mon coffret à un étranger. Nous garderons vos objets en sécurité, m'assure le fonctionnaire sans marquer le moindre signe d'intérêt. Le risque de poison est trop élevé pour que chacun apporte ses affaires au palais. Mais ta saté, je tente d'une voix faiblarde. Et je lâche le coffre. Suivez-le avant que je change d'avis, me prévient le fonctionnaire avec un mouvement mécontent de la tête. J'ai trop de personnes à interroger aujourd'hui. Je m'incline et me précipite derrière le garde, le ventre crispé.
Ne vous inquiétez pas, me chuchote le garde qui porte mon coffret lorsque le volet de la tente se rabat derrière nous. Je vais m'assurer qu'il soit mis à l'abri. Et puis, les portes s'ouvrent devant moi et on me fait entrer. Le palais est magnifique, un spectacle incroyable à contempler. Je cligne des yeux à plusieurs reprises pour m'assurer qu'il est bien réel. Il est encore plus grandiose que les belles maisons que j'ai aperçues depuis le ferry lorsque nous approchions de la capitale. Des piliers laqués, trop gros pour que je puisse les entourer de mes bras, soutiennent de vastes toits de tuiles violettes. Je parviens à peine à discerner les sentiments de peur, d'excitation et d'émerveillement qui bouillonnent en moi, tandis que nous suivons les gardes d'un pas trop lent à leur goût. Ils nous grondent si nous nous attardons trop longtemps au même endroit, mais il y a tant de choses à admirer. Un jardin de rocailles, tout en jeu de symétrie parfaite. Un étang de carpe koi, des scintillements d'orange, de blanc et d'or sous la surface ondulante. Les branches sombres des cerisiers délicats, couvertes de fleurs roses et blanches chatoyantes. Les parfums capiteux des fleurs et de l'encens tourbillonnent dans l'air des pavillons extérieurs à travers lesquels on nous guide. Nous suivons les gardes le long de virages en épingle sur des ponts de bois et des plateformes de pierre jusqu'à nos résidences. Les jeunes femmes, au nombre de 11 seulement, seront toutes logées au même endroit. La majorité des concurrents sont des hommes et beaucoup d'entre eux sont plus âgés que moi. Environ 26 ans, c'est-à-dire à la limite de pouvoir participer aux épreuves de Shennong-shi de l'Académie Anxia. Je suis heureuse de voir que Liane a également été admise au palais et nous proposons rapidement de partager la même chambre. Le garde au visage sévère nous indique qu'il faudra rester dans cette aile du palais pendant toute la durée de la compétition. Pas question d'errer dans les couloirs et de gêner les serviteurs, de faire des cabrioles avec les fonctionnaires de la cour pour essayer de connaître les préférences des juges. Pas question non plus de se faufiler par la porte arrière pour obtenir illicitement des ingrédients coûteux. À l'intérieur de la résidence, chaque mur est tapissé d'œuvres d'art aux détails merveilleux. Des rouleaux de calligraphie côtoient des peintures élaborées représentant de sereines forêts de bambous ou des femmes posant, gracieuses, à côté d'orchidées. Des murs d'étagères décoratives abritant de fragiles vases ou des sculptures en bois. Même les brûle-encens sont des œuvres d'art, des statues de singes dans différentes poses. Avec moult précautions, je touche un objet de bois artisanal m'émerveillant des détails capturés dans l'œil minuscule d'un colibri. Liane secoue ses couvertures à côté de moi, et les fleurs brodées d'un bord à l'autre du couvre-lit en soie attirent mon regard par leur couleur vive. Une boule se forme dans ma gorge lorsque je pense à Chou. Elle adore broder. Elle passe des heures à aligner soigneusement chaque point pour former des pétales comme ceux-ci. C'est elle qui devrait être dans le lit voisin, à discuter avec moi de tout ce que nous avons vu et de tout ce qu'il nous reste à vivre. On ne nous octroie pas beaucoup de temps pour nous installer, avant d'être appelés dans le couloir devant notre pavillon. Lorsque le gong de la demi-heure retentit, 2 servantes nous conduisent à la première partie de la compétition. Après avoir traversé un autre dédale de couloirs et de cours, nous arrivons devant un splendide bâtiment aux piliers en pierre noire, sculptés de motifs aquatiques. Des poissons sautent des palais sous-marins et des crabes se faufilent de ci de là dans des gravures éblouissantes pour l'œil. Les portes, hautes comme 2 hommes, s'ouvrent sur une grande salle. Ici, les murs sont recouverts de panneaux de bois. Leur entretien doit être coûteux vu l'humidité qui règne dans la capitale. Les plateformes surélevées à droite et à gauche sont déjà garnies de tables et occupées par des invités assis. Des murmures et des noms chuchotés s'élèvent autour de moi. Ça spécule sur l'identité des juges désignés pour superviser le concours. À l'extrémité de la salle se trouve une estrade, place de choix où sont assis 2 hommes, avec un siège vide au milieu, qui attend un dernier occupant. Qui sont ces officiels ? Je chuchote à Liane. Bousculés par la foule, nous entremêlons nos bras pour ne pas être séparés dans la masse des compétiteurs qui se poussent afin d'avoir une meilleure vue. Nos pieds glissent sur le sol en bois poli comme un miroir. Celui de gauche, c'est Songling, le ministre des rites, me dit-elle. Du peu que je connais de la cour, je sais que c'est l'un des hommes les plus haut placés du royaume. Les 4 ministres supervisent la cour des officiels qui conseillent l'empereur sur la gouvernance de Dashi. Celui de droite est l'estimé Xian,
ajoute-t-elle. Ce nom-là, je me le rappelle d'une des leçons de mère. C'est le Shennong-shi que l'impératrice douairière a adoubé quand elle était régente. Ses cheveux argentés et sa longue barbe flottante le font ressembler à l'un des philosophes des contes classiques. La princesse a dû le rappeler de l'académie pour qu'il assiste à la compétition. Aux dernières nouvelles, d'après mon mentor, il était parti à Yelyu pour étudier des textes anciens. J'avais supposé que Liane, parce qu'elle vient d'une province plus éloignée que la mienne, serait moins au fait de la politique de la cour. Il semble en réalité que ma nouvelle amie ait aussi des relations dans le palais. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, les héros appellent au silence et nous nous agenouillons. Le ministre Song se lève pour prendre la parole. Salutations au Chénongtu de notre grand empire. Vous faites partie de nos célébrations en l'honneur de la défunte impératrice douairière, Wu Yang, et de son héritage. La haute dame avait pour l'art du thé un très grand respect. Il est présent dans notre culture, à travers nos ancêtres. C'est un don des dieux eux-mêmes. Le ministre enchaîne longuement sur les vertus du thé jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent à force d'être agenouillées. Enfin, on nous permet de nous lever. Son Altesse impériale, la princesse Yingzhen, crie le héros. La princesse entre par la porte latérale, posture droite, mouvement mesuré. Sa servante l'accompagne, la main sur la poignée de son épée. Les paroles du garde me reviennent, sur les tentatives d'assassinat qui menacent cette jeune femme, et je frissonne. Malgré le poids sans doute imposant de sa robe de cérémonie sur ses épaules, la princesse ne montre aucun signe de faiblesse. La robe est teinte dans une nuance de violet si sombre qu'elle est presque noire. Lorsque la princesse se déplace, le tissu ondule derrière elle et les fils scintillent et roulent, révélant des pics montagneux et des rivières argentées sinueuses. Elle porte le royaume sur son dos. Quand elle pivote et nous fait face, je vois que sa peau brille comme de la nacre, même de loin. Sa bouche est un point rouge vif, tel un pétale de fleur. Elle s'installe sur le siège entre le ministre et le Shennong-shi. Puis elle prend la parole. « J'attends avec impatience de voir ce que vous avez à nous présenter. » Même assise, la voix de la princesse résonne dans la salle, portée par la confiance de celle qui sait être écoutée. La compétition commencera ce soir dans la cour de l'avenir prometteur. Comme l'a dit un jour l'empereur ascendant, les cultivateurs sont l'épine dorsale du pays et ce que nous mangeons nourrit notre âme. Chacun de vous se verra attribuer un plat de sa province. J'aimerais que vous prépariez un thé qui accompagnera parfaitement votre plat, mais ses lèvres s'incurvent sur un sourire. Nous nous efforçons de rendre chaque test aussi équitable que possible. Vous aurez tous 3 yuans d'argent et 2 heures au marché afin d'acheter vos thés et additifs. Ceux qui auront dépensé plus que la somme allouée ou qui ne seront pas revenus à temps seront disqualifiés. Des grognements parcourent la foule, sans doute poussés par ceux qui ont l'argent pour acheter des thés plus chers et qui auraient pu prendre le dessus sur les autres. Le premier test sera ouvert au public, afin que tous puissent être témoins de la beauté de l'art du Shennong. Son regard perçant nous balaie et le message sous-jacent est clair. Je compte sur vous pour ne pas me décevoir. La princesse se lève pour prendre congé. Elle est royale, digne, intimidante, paraissant plus âgée que ses 19 ans. « Gloire à la princesse !» crie l'un des héros d'une voix qui résonne comme un gong à travers la salle. « Gloire à la princesse !» Les personnes assises lèvent leur coupe en signe de salut. Ceux d'entre nous qui sont debout s'agenouillent et s'inclinent, faute de mieux, le front contre le sol, et ce jusqu'à ce qu'elle ait quitté la salle. La compétition a commencé. Nous sommes directement conduits aux cuisines pour commencer les préparations sur le champ. L'intendante Yang est une femme au visage sévère, encadrée de cheveux bruns grisonnants attachés en un chignon sévère. Elle examine notre groupe avec un reniflement peu amène. Les cuisines impériales ont servi des princes et des hauts fonctionnaires de pays lointains. Elle fait signe d'approcher à 2 serviteurs, chacun tenant un panier rempli de jetons rouges. Ne faites pas honte aux produits de ma cuisine. Les uns après les autres, les jetons sont sortis, chacun gravé à notre nom et indiquant le plat que nous devons réaliser. Des mains impatientes se tendent pour recevoir le leur. Mon plat est une boulette de riz gluant, un plat simple de paysan et l'un de mes préférés.
Du riz gluant farci aux cacahuètes, enveloppé dans des feuilles de bambou et cuit à la vapeur. C'est un plat que les fermiers peuvent emporter avec eux pour le déjeuner, attaché à leur ceinture avec une ficelle. Un gâteau de riz? Se moque Liane en me montrant son jeton, typique au possible. Votre affectation vous pose-t-elle un problème? L'hôtesse s'abat sur nous d'un air menaçant et Liane répond par la négative, puis nous détalons toutes les deux avant d'être punies. Devant l'entrée des cuisines, Liane entreprend d'énumérer un assortiment de plats typiques de Kala que les cuisines auraient pu choisir, et sa liste suffit à faire gargouiller mon estomac. Poisson cuit dans une sauce aigre douce, pâte au lait sucré grillée sur une baguette, canard dont la peau est enduite de miel et rôti pour être dégusté bien doré. Le ton sur lequel elle a parlé a dû être assez passionné, car le garde qui se tient près de la porte intervient. Je préfère les possus, pour ma part. Frits et croustillants, fourrés au jambon et au sucre. Il ferme les yeux comme s'il en savourait le goût dans son esprit. On se croirait à la maison. Liane a l'air ravie. Je croyais avoir déjà rencontré tous les gens de Kala au palais. Le jeune homme lui renvoie un sourire qui montre ses dents blanches. J'ai été muté ici il y a quelques mois seulement. C'est un plaisir de faire ta connaissance, mon frère, dit Liane en portant la main à sa poitrine et en s'inclinant. Le garde s'incline à son tour. Le son du gong de la demi-heure retentit, qui nous rappelle à l'urgence de notre tâche. Après un rapide au revoir à la nouvelle connaissance de Liane, nous nous dépêchons de rattraper les autres concurrents. La ville s'ouvre à nous lorsque nous sommes relâchés du palais. Liane navigue dans la rue avec confiance, sa tresse se balançant au gré de ses pas prestes, et je la suis. Ce n'est qu'en arrivant dans un marché qu'elle ralentit enfin. Je m'imprègne de l'énergie vivace qui m'entoure, afin de me revigorer pour l'épreuve à venir. Des dames déambulent dans de longues robes fluides, suivies de près par leurs serviteurs portant leurs achats. Nous passons devant des magasins d'étoffes, proposant à la vente de magnifiques rouleaux de soie et de cotons alignés. Je touche furtivement quelques-uns des tissus, juste pour faire l'expérience de leurs sensations luxueuses sur ma peau, si différentes des tissus artisanaux auxquels je suis habituée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.